On y va. Donc quand ça va sonner, ça veut dire que le cours sera terminé. Bien. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous continuons toujours sur notre lancée de la description du processus du développement du corps humain et des lois de la vie. Et nous nous sommes arrêtés dans la séance qui a précédé sur le phénomène de la qualité de vie et la prévention. Donc on a dit par principe que le mot qualité s'oppose directement au mot quantité. La qualité, c'est dans le raisonnement de la langue française, c'est tout ce qui est bien, c'est tout ce qui peut procurer du bien-être, tout ce qui peut procurer de l'aisance et en même temps de l'amélioration, donc tout ce qui peut être positif pour l'individu. Ceci dit, quand vous parlez de qualité de vie, vous imaginez un être vivant, un homme, un individu, homme, femme, enfant, adulte, jeune, ou tout être vivant sur la terre qui cherche à vivre bien. Qu'est-ce que vivre bien? Je l'ai dit précédemment, c'est tout simplement bien respirer, donc absorber le maximum, vous le savez très bien, d'oxygène pour alimenter les poumons et pouvoir enrichir les cellules sanguines d'oxygène pour qu'elles puissent nourrir tout le corps humain et lui permettre de progresser. La qualité de vie aussi, c'est de bien manger, c'est-à-dire de manger des aliments qui sont sains. Parce que il y a actuellement et présentement un problème, un phénomène épimondial, donc qui touche tout le globe terrestre, c'est le phénomène de la pollution. Même les aliments sont pollués. Et lorsque dans le cours précédent, nous avons parlé justement du phénomène de pollution, j'ai ciblé 3 éléments essentiels de la vie. La pollution de l'air, donc l'air que nous respirons est pollué, et c'est le phénomène d'échappement des gaz et des fumées des usines industrielles. Ce phénomène, vous ne le voyez pas trop bien en Algérie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'usines, mais si vous imaginez des grands pays comme la Chine, l'Angleterre, la France, les États-Unis, qui sont des pays industrialisés, vous trouverez énormément d'usines et toutes les usines produisent des fumées nocives. Les fumées sont nocives, donc sont dangereuses pour la santé de l'individu. À cause de l'épidémie de corona, la pollution est diminuée entre le monde. Comment? À cause de l'épidémie de corona, la pollution de l'air est diminuée. Alors, il y a bien sûr, en plus des gaz d'échappement des fumées des usines, il y a un deuxième épiphénomène qui est très grand, qui est vaste. Ce sont les gaz d'échappement, je reviendrai au corona, ce sont les gaz d'échappement des véhicules. Les voitures, les camions, les chemins de fer, les locomotives, tous les moyens de transport, les navires, les avions, lesquels utilisent des énergies fossiles, c'est-à-dire des vieilles énergies telles le pétrole et les dérivés du pétrole, et qui produisent des fumées énormes qui sont nocives pour la santé de l'individu. En troisième élément de la pollution de l'air, il y a effectivement ces virus qui viennent. On ne connaît pas encore leurs origines. Les hommes de science recherchent l'origine de ces virus, mais ce sont des virus qui sont apparus récemment
et qui sont en train de polluer l'air. Et à titre d'exemple, nous avons le virus actuel que nous vivons tous les jours dans notre vie quotidienne et dans notre vie professionnelle, c'est la fameuse Covid-19 ou coronavirus, avec lequel actuellement nous sommes obligés de vivre avec des bavettes de protection, avec des mesures de prévention, extrêmement sévères. Le fait, par exemple, d'être obligé, contraint de se laver plusieurs fois par jour, jusqu'à 10 fois par jour, les mains, parce que les mains, en réalité, sont porteuses du virus, et ce virus peut ensuite être absorbé par la bouche, être absorbé par énormément d'organes qui vont inoculer ce virus dans le système respiratoire. Mais actuellement, la pollution de l'air qui est causée par les usines et tout, est-elle diminuée parce que... La pollution de l'air est diminuée. Non, mademoiselle, au contraire. Au contraire. Elle a atteint son paroxysme, elle a atteint son maximum parce que cette pollution de l'air a fait parce qu'il faut qu'à travers la pollution, pour connaître, si vous voulez, les dangers de la population, de la pollution plutôt, il faut faire des statistiques, il faut analyser les échantillons. Et les scientifiques mondiaux de la médecine préventive, je vais vous parler ensuite de la médecine préventive, se sont rendus compte que dans les statistiques, dans les calculs, énormément de personnes, dont un grand nombre d'enfants et de personnes adultes, de grandes personnes âgées, étaient atteintes de graves maladies respiratoires telles l'asthme, par exemple. Voilà, par exemple, un phénomène mondial qui est lié directement à la pollution. C'est l'insuffisance respiratoire. Vous avez compris? Voilà, par exemple, si vous prenez la population des étudiants de l'université, et si nous faisons une prospection respiratoire, s'il y a 20 000 étudiants, je suis certain qu'il y aura une bonne proportion, qu'il y aura un bon pourcentage de ces étudiants qui ont des problèmes respiratoires gênants dus à la pollution de l'air. C'est malheureux et il faut le dire, et c'est une vérité. Parce que la vie moderne, c'est ça le danger de la vie moderne. Si vous avez certainement étudié les dangers de la vie moderne, l'un des dangers de la vie moderne, c'est la pollution. Deuxième pollution, malheureusement il n'y en a pas qu'une, il y a la pollution des mers. Nous avons besoin d'eau. Et la nature, sur la Terre, vous avez la proportion de 4/5 je crois, d'eau pour 1/5 de terre. C'est-à-dire que le globe terrestre est formé d'eau. Et malheureusement, l'eau de mer et les eaux des rivières sont polluées. Par quoi? Par ces mêmes usines qui, par les cheminées, dégagent de la fumée pour polluer l'air, mais aussi par les conduits. Elles ont des conduits. Lorsque les métaux qu'elles brûlent sont en fusion, c'est-à-dire qu'ils sont en train de fondre. Fusion, fondre. C'est le nom qui est dérivé du verbe fondre, la fusion. Il était solide, c'est un métal qui était solide, et ensuite il devient liquide. Le fer, lorsque vous le chauffez à fusion, il devient liquide. Et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Vous avez compris? Donc, lorsqu'il est chauffé au maximum, il va dégager non seulement des fumées,
mais il va dégager aussi des déchets qui contiennent de l'eau, mais qui sont empoisonnés. Et ces déchets vont être évacués par les conduits de l'usine, et où est-ce qu'ils vont se diriger? Ils vont se diriger automatiquement dans les rivières, et les rivières vont alimenter les mers. Et dans le cours de la dernière fois, je vous ai parlé de la baie de Minamata, et en réalité, il n'y a pas que la baie de Minamata, ce n'était qu'une expérience. Des scientifiques sont allés dans cette baie. Une baie, c'est une grande plage où vivent des pêcheurs. C'est une baie qui se trouve au Japon. Et ils ont essayé de... Les Japonais consomment énormément de poissons. Pratiquement, un des aliments nutritifs du Japon, c'est le poisson. Et en plus du riz, bien entendu, le riz qui est une céréale. Une céréale. Comment? Oui, ils mangent aussi des insectes parce qu'ils contiennent énormément de protéines. D'accord. Mais en grande partie, oui, ben, ils mangent des insectes, c'est une vérité. C'est bon, paraît-il. Il faut goûter. Donc, je disais que la baie de Minamata, ils ont fait des expériences parce que les scientifiques se sont rendus dans cette région et ils ont visité les foyers, ils ont visité les maisons. Ils ont constaté que pratiquement dans chaque maison, il y avait un enfant ou un adulte invalide. Invalide, c'est-à-dire impotent. Impotent, c'est le préfixe un, ça veut dire c'est un préfixe négatif. Potent, ça veut dire qui est puissant. Et donc, ce sont des personnes qui étaient atrophiées. Des personnes atrophiées. Une personne atrophiée, et vous allez voir, entre parenthèses, l'atrophie, en médecine, vous allez voir ce mot couramment. Lorsque, plus tard, même vous les médecins dentaires, vous parlerez parce que quand vous traiterez les dents des gens, vous verrez évidemment qu'il y a des problèmes qui précèdent les maladies dentaires, entre autres. Il y a ces atrophies, il y a l'atrophie musculaire. L'atrophie musculaire, c'est lorsque le muscle est très faible, qui n'est pas développé, en principe, lorsque vous marchez, lorsque vous faites fonctionner vos bras, etc., vos muscles fonctionnent et deviennent forts. Oui, je vous écoute. L'atrophie, c'est l'arrêt du développement. L'arrêt du développement, absolument. L'atrophie, c'est d'une part l'arrêt du développement d'un organe fonctionnel, tel le muscle, tel un os, etc. Et dans cet arrêt va provoquer, parce que l'arrêt du développement d'un organe, malheureusement, il va provoquer des conséquences négatives de la faiblesse, de l'impuissance. Il ne pourra pas faire certaines activités, et parfois même des conséquences sur d'autres organes tels le cœur, les poumons, etc. Vous voyez, donc je n'entre pas dans les détails médicaux, vous êtes plus expérimenté que moi, mais pour vous dire que l'atrophie est un des éléments qui altère la qualité de vie. On parle toujours de qualité de vie. Un individu en bonne santé n'est pas atrophié. C'est clair? Donc, ces habitants de la baie de Minamata avaient des atrophies au niveau des membres. Il leur manquait des doigts. Au lieu d'avoir 5 doigts de la main, des fois ils n'en avaient que 3. Et deux doigts manquaient à la naissance. Il leur manquait aussi le nez. À la naissance, l'enfant naissait soit avec le nez manquant, ou bien avec les 2 oreilles qui manquaient. Et ils se sont rendus compte, les scientifiques, par voie de conséquence, ils ont fait des études d'échantillons sur ces personnes, sur
les problèmes de consommation de ces personnes, et ils ont vu que tout était lié avec le poisson qu'ils pêchaient. Et en analysant le poisson qui était pêché dans la baie de Minamata, ils se sont rendus compte que ce poisson contenait d'énormes quantités de mercure. C'est un poisson qui avait absorbé dans les eaux de la mer énormément de mercure. Et d'où provenait le mercure? Il provenait nécessairement des navires qui traversaient les mers. Donc, la pollution de la mer peut être provoquée par des métaux lourds. Il s'agit de métaux lourds qui sont rejetés par des bateaux, par des navires en haute mer. Il peut s'agir aussi de poisons qui sont mis dans des cuves et qui sont jetés par des marins pêcheurs de tous les pays industriels qui sont jetés au lieu d'être recyclés, ceci demande énormément d'argent, ils préfèrent les jeter dans la mer et mélanger ces eaux empoisonnées avec l'eau de mer, ce qui a fait une chose énorme et que l'humanité a constaté, la diminution du nombre de poissons dans les mers. Il y a des espèces de poissons qui ont disparu à cause de cela. Vous voyez? Donc, la pollution de la mer a entraîné, parce que, vous savez, messieurs, dames, que l'eau, l'air et la mer constituent les éléments essentiels de la chaîne alimentaire de l'individu. La chaîne alimentaire, c'est ce qui nous permet de vivre. Nous respirons l'air ambiant pour pouvoir entretenir notre corps, c'est bien cela. Sans air, nous serions morts. Nous sommes obligés aussi de manger les produits de la mer parce qu'ils contiennent des substances nutritives. Nous avons besoin nécessairement de poissons parce qu'ils contiennent des substances nutritives qui sont indispensables au développement de notre corps pour ne pas être atrophiés. En réalité, les hommes ont besoin de poissons. Les viandes par exemple, le poisson bleu, tel les sardines et tant d'autres poissons bleus, ou alors des poissons blancs, etc. Donc, vous avez aussi la mer est aussi un deuxième élément de la chaîne alimentaire, et vous avez le troisième élément, c'est la terre. La terre, avec tout ce qu'elle va nous produire comme élément nutritif, c'est-à-dire les agrumes, etc. Donc, ces phénomènes, j'ai parlé de la mer, bien sûr je ne vais pas entrer dans le détail de la pollution. Le troisième élément dont j'ai parlé la dernière fois, c'est la pollution de la terre. La pollution de la terre, elle est causée par les pesticides, c'est-à-dire tous les produits chimiques que mettent les agriculteurs dans les plantes pour éloigner les bestioles parasites. Vous savez, les petits insectes parasites, les agriculteurs, pour éviter que ces insectes se développent énormément, eh bien, ils font... Pour éviter que ces insectes se développent énormément et qu'ils mangent les produits céréaliers qui sont plantés, eh bien, ils injectent des produits que l'on nomme couramment les pesticides. Ce sont des intrants agricoles que les agriculteurs utilisent au moment de la saison d'automne, c'est-à-dire au moment où ils commencent à planter les graines, à planter les arbres pour les protéger contre les insectes.
En réalité, il y a d'autres méthodes plus simples qui sont moins dangereuses, moins nocives, parce que le pesticide, qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il va tuer les petits insectes, bien sûr, mais aussi il va tuer le cœur de la plante. C'est ça le danger, c'est que la plante elle-même va consommer ce pesticide, puisque la plante est un être vivant, c'est un végétal qui vit, donc qui doit se nourrir, et elle se nourrit des substances contenues dans les pesticides, et elle devient une plante atrophiée, elle-même, la plante devient atrophiée. Alors, elle va produire des fruits qui sont à moitié pleins de vitamines, mais aussi à moitié pleins de poison. Vous avez compris? C'est-à-dire que dans un fruit, vous avez certainement, bien sûr, les vitamines contenues dans le fruit, dans la substance essentielle du fruit, mais vous avez aussi les produits dérivés du pesticide qui sont à l'intérieur du fruit. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, vous avez remarqué, dans les pays européens, on demande aux gens de consommer bio. Vous savez ce que c'est que la consommation bio? C'est la consommation d'aliments végétaux qui n'ont jamais été touchés par des pesticides. Il y a actuellement dans le monde une nouvelle agriculture où les gens plantent des arbres, plantent des céréales sans utiliser aucun pesticide. Et en remplacement des pesticides pour tuer les petits insectes, eh bien ils ont trouvé la formule, c'est la fameuse chaîne alimentaire. Vous savez que, très simplement, on vous dit que dans la vie, le gros poisson mange le petit poisson, vous le savez. C'est un rapport de force. Eh bien, c'est la même chose. Dans la nature, vous avez ces petits insectes, tout petits, les pucerons, les puces, etc., les petites mouches des arbres. Je ne parle pas des mouches des maisons, mais les petites mouches minuscules des arbres, etc., qui infectent la production. Eh bien, on trouve d'autres animaux et on les développe dans des laboratoires et on les jette dans les vergers pour que ces petits animaux mangent les insectes et donc protègent les fruits et protègent l'arbre. Vous voyez comment? Donc on utilise les lois de la nature, lorsqu'on revient à l'état naturel, on utilise les lois de la nature pour protéger tout ce qui est environnement. Le plus fort va manger le plus faible. Donc il y a, par exemple, des petits animaux qui sont très beaux. Les coccinelles, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont de très beaux, ils sont magnifiques, ils sont très beaux, et il n'y en a plus beaucoup dans notre pays. Actuellement, maintenant, en Europe, on trouve des magasins phytosanitaires qui vous vendent des coccinelles qui sont élevées, et ces coccinelles, vous les achetez et vous les lâchez dans votre verger autour des arbres, et ces coccinelles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont manger tous les petits pucerons parasites. Et c'est les lois biologiques. C'est comme ça que je vous ai dit que, c'est-à-dire qu'on laisse à la nature ses lois. Elle applique ses lois. Vous savez que dans les lois de la nature, les plus grands éboueurs, ceux qui nettoient la nature de ses déchets, un animal meurt, au lieu de devenir un cadavre puant qui va polluer, etc., il y a des êtres vivants, il y a des chacals, il y a les hyènes. L'hyène, c'est un animal qui ressemble à un loup, mais qui est plus puissant. Vous avez les loups, vous avez les lions, etc., qui s'occupent vous avez même des oiseaux, des busards, des éperviers, qui s'occupent de nettoyer la nature, c'est-à-dire de prendre tous ces cadavres, de consommer toute cette chair infectée, de la consommer. Ils ont des systèmes immunitaires très puissants qui leur permettent de consommer cette viande et de nettoyer la nature. Vous voyez comment, en fait, la nature est belle, et le
le système de reproduction dans la nature est un système très simple, puisque Lavoisier, un grand homme de science, a dit, dans la nature, tout se crée, tout se transforme, rien ne se perd. C'est clair, on ne perd rien. Si on laisse la nature travailler tranquillement. Donc il ne faut pas perturber les lois de la nature. Les hommes, l'être humain, l'individu, par son avidité, la soif d'avoir toujours de la puissance, de l'argent, etc., a développé des éléments dangereux pour la nature. Et l'un des éléments les plus dangereux, c'est bien la pollution. Le dernier phénomène de pollution, c'était celui de la Terre. Et actuellement, on est en train de faire de la prévention. Prévention, je l'ai dit la dernière fois, la prévention est formée de deux mots. Prévention. Pré veut dire avant, égale avant. Vous voyez? Pré. Donc vous faites toujours avant que cela se déclenche. Et venir, vention vient de venir, c'est-à-dire vous allez préparer quelque chose avant que cette chose ne vienne. C'est ça la prévention. Au niveau de la santé et de la qualité de vie, parce que je parle de qualité de vie, vous avez développé les hommes de science, les médecins, la médecine, au sens global du terme, va s'occuper d'un axe essentiel, celui de la prévention. Contre quoi? Contre les atrophies, les faiblesses, l'ensemble des éléments qui touchent au bien-être de l'individu, c'est-à-dire plus tard les maladies. Vous avez compris? Le principe du bien-être, le principe de la qualité de vie, c'est d'avoir un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. D'accord? La qualité de vie, alors, la qualité de vie est liée au fait d'avoir un esprit sain. Alors, vous allez m'expliquer le mot sain dans un corps sain. Je dis un esprit sain, avoir un esprit sain. Vous faites référence immédiatement à quoi? L'esprit, où est-ce qu'il se trouve? Où est-il, votre esprit? Dans votre... Très bien. Donc, on fait référence au cerveau. C'est clair, net et précis. Pourquoi parle-t-on spécifiquement d'abord du cerveau et ensuite du corps? Parce que l'homme, sachez-le, est un être vivant comme tous les autres êtres vivants. Il respire, il mange, il se repose, il boit, mais il a quelque chose de particulier par rapport à tout le reste des êtres vivants. Il pense. Il pense. Il a un cerveau pensant. C'est bien ça. Et c'est pour cela que on fait la différence entre l'homme et tout le reste des êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, les végétaux et tous les autres êtres qui peuvent nous entourer, en disant que l'homme est un être vivant, mais qui pense. Les autres êtres vivants ne pensent pas, ils réagissent seulement par instinct. Les autres êtres vivants, chez les plantes,
vous avez des plantes à feuilles ouvertes qui, dès qu'il pleut, se referment. Donc en fait, l'instinct de ces plantes, c'est que dès que les premières gouttes de pluie tombent sur les feuilles, cette plante se referme. Il y a des plantes, oui. Il y a des plantes carnivores. Par exemple, on parle de plantes carnivores. On pense que ces plantes, certes, bien sûr qu'elles mangent des insectes, elles mangent des petits êtres vivants, seulement ces plantes ne vont pas à la chasse. Ces plantes attendent seulement un insecte se pose sur elle et elle se referme, elle le mange. Donc vous voyez qu'elles réagissent par instinct. C'est comme si il y avait un signal, le petit insecte se dépose sur cette plante, le signal arrive, la plante se referme, elle le mange, elle l'absorbe. Et on dit que c'est une plante carnivore. L'homme, par contre, non. L'homme, par contre, mange. Il mange quand il a faim. Est-ce que l'homme mange seulement lorsqu'il a faim? Non. Il peut manger tout le temps. Vous avez les êtres vivants, les hommes, êtres humains qui mangent tout le temps, les obèses, ceux qui pèsent jusqu'à 300, 400, 500 kilos. Vous avez oui, aux États-Unis, au Japon, vous avez des hommes qui sont hyper développés, qui sont hyper obèses, etc., qui peuvent peser jusqu'à 500 kilos. Vous imaginez un petit peu ils passent tout leur temps à manger. Donc, un esprit sain, c'est un esprit en bonne santé. C'est un cerveau en bonne santé. Et le cerveau, que contient-il? Il contient des neurones. Cela veut dire que ce cerveau contient des neurones vivantes, très développées, suffisamment développées, qui peuvent réagir à tout moment. La personne, l'individu, l'être vivant humain qui a un esprit sain est en réalité une personne équilibrée, c'est bien ça, qui a des réactions normales, qui réfléchit bien, qui mesure la valeur de ce qu'il dit. Lorsqu'il parle, il ne parle pas pour ne rien dire, mais il va mesurer ses mots pour être compris, pour être estimé selon ce qu'il veut. Parce que l'acte de parole vient bien sûr de l'esprit. On parle lorsque le cerveau le demande, et la parole est une expression de notre esprit. Si notre esprit est sain, donc nous allons développer toute une série de paroles, de propos, de phrases qui vont avoir une portée positive pour nous et pour les autres. Donc l'esprit sain. L'esprit sain, c'est lorsque une personne étudie, lorsqu'une personne fait de la recherche, lorsqu'une personne fait du bien, lorsqu'une personne est positive. Vous savez qu'actuellement, dans le monde, on parle d'actes positifs. Êtes-vous positif? Êtes-vous négatif? Parce que c'est le produit des conséquences de vos actes. Et vos actes sont dirigés par votre cerveau. Tous les actes humains sont dirigés par le cerveau. Donc nous ne pourrons jamais dire qu'une personne n'est pas responsable. Vous avez compris? Puisque c'est le cerveau qui l'a guidé, et si le cerveau est sain, eh bien, il va interdire à cette personne de faire des actes
contre nature, de faire des actes contre la loi, de faire des actes qui vont être dangereux pour elle-même et pour la personne humaine. Très bien, je vous ai. Donc, on peut dire qu'avoir un cerveau sain, c'est être conscient. Oui, absolument. Oui. Être conscient, ça veut dire être libre et être responsable. Et assumer pleinement ses responsabilités. Je suis entièrement d'accord parce que l'homme, être vivant sur Terre, doit être conscient de tous ses actes. Parce qu'il en est responsable. Vous avez compris? Donc, un esprit saint, et bien sûr, pour qu'un esprit reste tout le temps sain, il faut que le corps soit sain. C'est-à-dire que le corps, puisque le corps humain, dont je vous ai parlé des parties constitutives du corps, la tête, le tronc et les membres, en réalité, ces trois éléments du corps sont liés entre eux. C'est-à-dire que le cerveau, l'Esprit Saint, va commander à tout le reste des organes de fonctionner, d'agir et de réagir. Agir et réagir. Action, réaction. Action, lorsque c'est un acte volontaire de votre part. Réaction, lorsque quelqu'un vous a fait quelque chose et vous réagissez. Vous avez compris? Il y a ces deux éléments. Et donc, quand votre corps est sain, c'est-à-dire que vous avez suffisamment de sang dans le corps, que la quantité de sang est suffisante et nécessaire pour pouvoir irriguer, c'est de l'irrigation, c'est comme de l'eau, c'est comme le cultivateur, lorsqu'il irrigue les champs, le sang va circuler, va traverser tous les organes de votre corps pour pouvoir permettre d'utiliser toutes les fonctions du corps, c'est bien cela. Donc, le sang va être irrigué par quoi? Lorsque les poumons prennent une bonne quantité d'oxygène, de l'air, et lorsque l'air n'est pas pollué, vous voyez toute la théorie cyclique. Donc, l'oxygène, vous allez en avoir une quantité suffisante, vous allez bien respirer, en respirant bien, vous absorbez énormément d'oxygène et d'azote, bien sûr. Ces deux gaz vont pénétrer dans vos cellules, les cellules de votre corps, et ils vont mettre en activité toutes les cellules du corps et permettre à votre corps de fonctionner. Le corps fonctionne bien, le cerveau fonctionne bien. Vous êtes un être vivant qui a une très bonne qualité de vie. À condition que les éléments extérieurs ne soient pas pollués. C'est pour cela qu'actuellement, les hommes sont en train de faire de la prévention. La prévention, c'est prévoir, prévenir tous les dangers extérieurs à l'homme qui peuvent lui causer diverses maladies. À présent, alors la prévention, c'est une culture, c'est une pédagogie, c'est une éducation. La prévention est une culture, thaqafa, c'est une pédagogie, tarbiya, et c'est une méthodologie, puisque nous allons appliquer certaines méthodes. La prévention au niveau, lorsque je vous ai parlé des obèses qui mangeaient beaucoup, la prévention, c'est de faire de la diététique, par exemple. Il y a des spécialistes, présentement, qui sont spécialistes de la nourriture. Ce sont des médecins spécialistes, mais qui s'occupent nécessairement de la nourriture humaine, pour protéger l'individu et pour protéger le corps humain. Parce que les obèses ont développé trop de fonctions
Ils ont développé trop de matières grasses qui ont développé d'une manière dangereuse des fonctions. La fonction olfactive, la fonction gustative s'est développée sans arrêt. Ils ont tout le temps envie de manger. Tout le temps, sans arrêt. Ce qui est différent par rapport à vous, à moi, qui ressentons le besoin de manger lorsque nous avons faim. Non, les obèses mangent même s'ils n'ont pas faim. C'est le verbe, et ils utilisent le verbe grignoter. Manger des petites quantités, mais sans arrêt, en discontinu. Voilà. Donc, ceci d'une part. Vous avez ensuite comme type de prévention pour je parle de la nourriture, les diététiciens, la prévention pour les problèmes des insuffisances respiratoires, pour prévenir ces graves maladies qui touchent énormément d'enfants, comme l'asthme. Eh bien, on développe des centres, par exemple, dans les zones montagneuses, des centres de thérapie, d'aérothérapie, de balnéothérapie avec de l'eau ou avec de l'air. L'oxygène de l'air dans les montagnes est plus propre et plus pur, et on élève, on met en condition ces petits-enfants dans des centres pour que les fonctions respiratoires reviennent, que les bronches s'ouvrent, parce qu'elles sont fermées par les maladies de la pollution, et donc on va leur permettre à ces enfants de respirer bien. La prévention, c'est aussi au niveau de la pollution de la terre, c'est d'aller faire auprès des agriculteurs des campagnes de sensibilisation en leur disant de ne plus utiliser les fertilisants, c'est bien ça, les pesticides, et de faire de la culture bio. Vous voyez comment on va protéger, en fait, en réalité, c'est quoi? On va protéger la qualité de vie, et en protégeant la qualité de vie, on protège l'espèce humaine. C'est bien ça. On évite que l'homme meure, que l'homme soit en danger. Donc, la prévention va se développer progressivement. La prévention, vous savez, mesdames et messieurs, que c'est une médecine qui est apparue durant les derniers siècles, et elle est venue pour contrer tous les éléments qui sont liés à la pollution et au danger naturel. Les maladies, maintenant, bien sûr, puisqu'on a parlé de qualité de vie et donc de pollution, la rencontre entre la vie humaine de l'individu et la pollution va entraîner nécessairement des atrophies ou des épiphénomènes qu'on appelle les maladies. Qu'est-ce qu'une maladie? Une maladie, c'est une altération, une maladie, sachez, mesdames et messieurs, que le mot maladie vient du mot mal. Il y a déjà la partie, le radical mal. Donc, c'est déjà quelque chose qui est négatif. La maladie est quelque chose, est une situation négative dans le corps humain, qu'il s'agisse de l'esprit, puisqu'on va parler d'esprit sain, ou bien du corps. Donc, c'est quoi? C'est une altération, je vais vous expliquer altération partielle ou totale, elle peut être partielle, des fonctions
d'un organe ou de plusieurs organes. Lorsque je vous ai fait la définition dans la première séance du corps humain, je vous ai parlé des éléments constitutifs du corps humain, entre autres les organes. Au niveau de la tête, vous avez les yeux, les oreilles, la bouche, le nez. Tous ces éléments, on les appelle des organes parce qu'ils nous permettent de vivre. Quelque chose d'organique, c'est quelque chose de vital. La bouche nous permet de manger, d'absorber des aliments. Et les aliments sont nécessaires à la vie. La bouche nous permet aussi de parler, en parlant de l'esprit. Quand on parle, on exprime un sentiment, on exprime une idée, on exprime un vœu, un désir. Vous avez compris? On ne parle pas pour rien. Sauf si on est fou. Oui, mais là, il y a altération du cerveau. Ensuite, la bouche sert aussi à boire. Parce qu'il y a les aliments qui sont solides, mais il y a aussi les liquides. Vous devez boire, parce que les aliments doivent être mélangés et le corps humain a besoin d'eau. Vous savez que votre corps et nos corps, tous, perdent de l'eau lorsque nous travaillons, lorsque nous sommes actifs. Donc nous avons besoin de récupérer l'eau perdue. Combien y a-t-il de litres d'eau dans le corps d'un homme, d'un individu, d'un être humain? 5 litres. Oui, 5 litres. Donc, d'eau. 80% de poids de corps humain. 80% du poids. Oui, c'est liquide. Je parle de l'eau naturelle. Maintenant, les autres liquides, ça c'est autre chose. Vous avez la synovie, par exemple, qui nous permet vous savez, le genou, comment pouvez-vous plier votre jambe, etc. Si vous n'avez pas ce liquide qui passe entre le genou et les autres trucs. On appelle cela la synovie. Moi, je parle de l'eau naturelle. Donc, cette quantité d'eau, sachez bien, messieurs, dames, que lorsque vous faites un effort d'activité, la première des choses que vous perdez, c'est de l'eau. C'est bien ça. C'est par le phénomène de la transpiration et de la sueur, en commençant par la tête jusqu'aux pieds. C'est normal. Donc cette eau, vous devez nécessairement la réapprovisionner, c'est naturel. Il faut toujours avoir ce que l'on appelle l'équilibre des éléments constitutifs. Donc, la quantité d'eau. Et alors, donc, une maladie est une altération. Altération. Quelque chose qui est altéré. Quelque chose qui est en manque. Une fonction est altérée, c'est une fonction qui est en manque. Elle ne fonctionne pas à 100%. Elle fonctionne à 40%, à 50% de ses fonctions, mais elle ne fonctionne pas pleinement. Exemple, une main qui ne peut pas se refermer. Il y a des gens, vous l'avez remarqué, vous ne l'avez pas remarqué, mais vous le verrez, qui ne peuvent pas fermer pleinement leur main, comme je le fais présentement. Regardez, fermez bien votre main, vous allez voir que c'est une fonction. Vous avez l'impression que c'est anodin, et pourtant c'est votre cerveau qui a commandé à tous vos doigts de se refermer et de serrer. C'est bien cela. C'est comme cela, c'est de cette manière que vous pouvez prendre un marteau par le manche et frapper. C'est bien cela. Eh bien, il y a des gens, malheureusement,
qui ne peuvent pas fermer pleinement leurs mains. Pourquoi? Où est le mal? Où est l'altération? À votre avis, vous qui êtes médecin. Les articulations. Très bien. L'altération, et c'est comme ça que le médecin va rechercher à présent. Lui, il connaît les origines, il en connaît plusieurs, mais il va éliminer au fur et à mesure par son travail, c'est son travail technique, qui va lui permettre de centrer l'altération. Il va voir au niveau des articulations si tout va bien, des doigts. Est-ce que le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire ont des articulations au niveau de leur, comment on appelle les petits os? Métatarses, je crois. Les métatarses. Au niveau de leur métatarses, les petits os, si ces os sont bien graissés, et ils peuvent bien fonctionner, se refermer et s'ouvrir. Donc il va chercher la fonction articulaire et constater si cette fonction est bonne. Si elle n'est pas bonne, donc il va voir des problèmes d'arthrose, d'arthrite, de rhumatisme, arthrite, etc. Si le problème ne réside pas dans l'altération de la fermeture de la main, ne réside pas dans les os, dans les articulations. Où est-ce qu'il va chercher? Où le médecin va-t-il chercher les causes? Il va chercher exactement, c'est très bien dit, mademoiselle, il va chercher effectivement dans le cerveau si, dans les fonctions, on a des fonctions qui donnent des ordres dans le cerveau, si il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le cerveau humain. Donc il va faire une lettre de liaison. Après, je vous expliquerai qui va faire quoi. Il va faire une lettre de liaison pour envoyer chez un spécialiste du cerveau. C'est pour une prospection. Celui qui va s'occuper des articulations va être un spécialiste des os. C'est un rhumatologue. C'est bien cela. C'est comme cela qu'on fait de la médecine et qu'on fait de la recherche. Sinon, il y a une troisième possibilité. On a vu effectivement deux bonnes possibilités. Des articulations. Ou bien le cerveau par le commandement. L'acte de commandement n'est pas un acte entier qui permet à ma main de réagir. Troisième éventualité, quelle est-elle? Réfléchissez bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans votre bras, dans votre les artères, les nerfs. Exactement. Les nerfs, il va avoir une fonction neurologique. Parce que si nous enlevons la peau de la main, nous allons voir sur les muscles, sur la chair, énormément des milliers de nerfs qui sont en train d'entourer tous nos organes. C'est bien cela. Eh bien, il va voir la troisième possibilité, qui est probablement possible, d'une manière possible, aussi une cause de l'altération, donc de la maladie. Pour pouvoir trouver réellement là où les causes de l'altération de la main. Ça peut être le cerveau et la partie des articulations, ça peut être le cerveau tout seul, ça peut être la partie neurologique, les nerfs, donc l'insuffisance de sang. Parce qu'en fait, les nerfs fonctionnent grâce à quoi? Grâce au sang qui les irrigue et au signal du cerveau. Si le signal du cerveau est bon, ça veut dire que dans les nerfs, l'eau ne circule pas bien. Décidément, aujourd'hui...